Salut tout le monde, aujourd'hui on va retracer l'une des affaires les plus marquantes et tragiques de l'histoire américaine, le meurtre d'Emmett Till. Son meurtre brutal et le combat courageux de sa mère Mamie Till Mobley pour obtenir justice ont bouleversé le pays et ont contribué à alimenter le mouvement pour les droits civiques. Alors pour resituer un peu tout ça, en 1955, les États-Unis sont encore profondément marqués par la ségrégation raciale, en particulier dans les États du Sud, comme le Mississippi où se déroule le drame. Les lois Jim Crow Law, en vigueur depuis la fin du 19e siècle, régissent presque tous les aspects de la vie quotidienne en séparant les blancs des noirs dans les lieux publics, que ce soit les écoles, les transports, les restaurants, les hôpitaux et même les fontaines. Au-delà des lois, il existe aussi des codes sociaux stricts et violents qui interdisent toute forme de relation ou d'interaction perçue comme inappropriée entre un noir et une blanche. Et dans le Mississippi, où se passe l'histoire, ces lois et ces règles sociales sont appliquées avec une violence brutale et les Afro-Américains y vivent dans une peur constante des représailles raciales. Et c'est donc dans ce contexte qu'Emmett Till, un jeune garçon originaire de Chicago, va rencontrer un destin tragique. Emmett Louis Till est né le 25 juillet 1941 à Chicago dans une famille afro-américaine de la classe ouvrière. Sa mère, Mamie Till, l'élève seule après la mort de son père pendant la Seconde Guerre mondiale. Élevé dans le Nord, Emmett est loin de la brutalité des lois Jim Crow et de la violence raciale quotidienne que subissent les Noirs dans le Sud, même si cette violence existe aussi dans le Nord, mais elle est beaucoup moindre. En août 1955, alors qu'il a 14 ans, Emmett supplie sa mère de le laisser aller dans le Mississippi pour rendre visite à des membres de sa famille dans le Delta, une région rurale du sud du Mississippi. Mamie Till, consciente des dangers liés à la ségrégation et au racisme, hésite d'abord à le laisser, mais finalement elle cède, mais pas sans lui donner de nombreux avertissements. Elle lui explique bien qu'il doit être extrêmement prudent avec les Blancs, qu'il doit éviter tout geste ou parole qui pourrait être mal interprété et donc avoir des conséquences tragiques pour lui. Mais Emmett n'a qu'une hâte d'aller voir ses cousins et son oncle et ne prête pas vraiment attention à ce que va lui dire sa maman. Le 21 août 1955, il monte dans le train en direction du Mississippi et c'est malheureusement la dernière fois que sa mère le verra vivant. Le 24 août 1955, Emmett est avec ses cousins et ses amis dans le petit village de Money, dans le Mississippi. Ils passent leur temps à jouer et à aider dans les champs de coton où travaille Moss Wright, l'oncle d'Emmett. Et dans l'après-midi, Emmett et ses amis décident de se rendre à l'épicerie Bryant, un petit magasin qui vend des bonbons, des sodas et autres produits alimentaires et essentiels. L'épicerie est tenue par Caroline Bryant, une femme blanche de 21 ans, avec son mari Rob Bryant, mais qui lui est souvent absent. Ce jour-là, Caroline est seule au magasin lorsque Emmett et ses amis vont entrer pour y acheter des sodas. Une action totalement banale, mais qui va changer le cours de l'histoire. J'aurais sifflé en direction de Caroline Bryant en sortant du magasin. Mais n'oubliez pas, dans un contexte aussi raciste et tendu, ce simple geste est perçu comme un affront grave. Un garçon noir de 14 ans et un comportement désinvolte ou flirtant avec une femme blanche, c'est vu comme une provocation extrême dans le Mississippi. L'incident est rapporté à Rob Bryant 4 jours plus tard lorsqu'il rentre de voyage et il est furieux. Et c'est là que tout bascule. Dans la nuit du 28 août 1955, quelques jours après l'incident à l'épicerie, Rob Bryant et son demi-frère J.W. Milliam décident de corriger Emmett pour l'affront supposé qu'il a fait à Caroline. Donc à 2h30 du matin, armés et furieux, ils se rendent chez Moss Wright où Emmett séjourne avec sa famille. Ils frappent violemment à la porte et réveillent la maison entière. Quand Moses Wright ouvre la porte, Rob Bryant et Milliam lui ordonnent de lui livrer le garçon de Chicago. When I opened the door, there was a man standing with a pistol in one hand and a flashlight in the other. Terrifié mais impuissant, Moses ne peut rien faire pour empêcher les deux hommes d'entrer. Il réveille Emmett, le sort de son lit sous la menace de leur arme et l'emmène de force dans leur camionnette. Mais Emmett ne comprend pas pourquoi il est emmené et n'a probablement pas encore conscience du sort qui l'attend. Il est conduit dans une grange isolée. Là-bas, les deux hommes commencent à le frapper très violemment. Les coups ne s'arrêtent pas pendant des heures. Il est torturé avec une telle brutalité que son visage est défiguré et son œil est crevé. Après des heures de torture, il lui tire une balle dans la tête et l'achève.
Après, pour se débarrasser du corps, il attache le cadavre d'Emmett Till à une hélice de ventilateur de coton avec du fil barbelé, un poids d'environ 40 kg, et le jette dans le fleuve Tallahatchie. Il pense ainsi que le corps ne sera jamais retrouvé et se retrouvera dans les profondeurs du fleuve. Mais tout bascule, 3 jours plus tard, le 31 août 1955, le corps d'Emmett est découvert dans le fleuve Tallahatchie par un pêcheur. Le cadavre est dans un état de décomposition avancé et son visage est tellement mutilé qu'il est méconnaissable. Cependant, Moses Wright, son oncle, identifie le corps grâce à une bague qu'Emmett portait au doigt, une bague gravée des initiales de son père qu'il lui a donnée avant sa mort. Cette découverte va bouleverser tout le Mississippi, puis bientôt les États-Unis entiers. Le corps d'Emmett Till est transporté à Chicago le 2 septembre 1955. Mamie Till voit le cadavre de son fils, elle est horrifiée par l'ampleur des blessures et des tortures infligées. Son visage est tellement gonflé et déformé par les coups que le jeune garçon qu'elle connaissait n'est plus reconnaissable. Mais malgré cela, elle prend une décision qui va bouleverser l'opinion publique. Elle exige un cercueil ouvert pour les funérailles. Elle explique plus tard « Je voulais que le monde entier voie ce qu'ils ont fait à mon petit bébé ». Elle décide que tout le monde doit être confronté à la brutalité du racisme dans le Sud et cette décision va marquer un tournant historique. Juste après, je vais vous mettre des photos du cadavre d'Emmett Till. Je vous préviens, pour les plus sensibles, ne regardez pas ces images. Les funérailles d'Emmett Till ont lieu à Chicago du 3 au 6 septembre 1955 à l'église Robert Temple Church of God in Christ. Pendant 3 jours, des milliers de personnes, environ 50 000, défilent devant le cercueil pour voir le corps d'Emmett. Les médias couvrent largement le funérail et surtout les photos du corps mutilé sont publiées dans des journaux et magazines afro-américains comme Jet et The Chicago Defender. Ces images horrifiantes du visage défiguré d'Emmett choquent l'Amérique entière. Elles deviennent un symbole de la brutalité du racisme dans le Sud et déclenchent une vague d'indignation qui dépasse les frontières des communautés afro-américaines. Ces funérailles, c'est un moment crucial dans la prise de conscience nationale de la violence raciale des États du Sud des États-Unis. Le procès de Roy Bryant et J.W. Milliam, les deux hommes accusés d'avoir enlevé et tué Emmett Till, commence le 19 septembre 1955 dans la petite ville de Sumner, dans le Mississippi. Le procès attire l'attention des médias nationaux et internationaux car de nombreux journalistes et activistes se sont déplacés pour suivre l'affaire. Dans cette Amérique encore profondément raciste, la question de savoir si des hommes blancs allaient être condamnés pour le meurtre d'un garçon noir reste dans tous les esprits. Le juge en charge du procès est Curtis Swango, un jury qui est composé de 12 hommes blancs, tous des résidents du comté. Et cela a une grande importance puisque à l'époque, les Noirs sont pratiquement exclus des jurys dans le Sud, ce qui rend difficile l'obtention d'un procès équitable. Les avocats de la défense qui plaident la non-culpabilité de leurs clients jouent sur l'argument que le corps retrouvé n'a jamais été formellement identifié comme celui d'Emmett Till. Pendant le procès, Moses Wright, l'oncle d'Emmett, fait preuve d'un immense courage en prenant la parole à la barre. Face à l'intimidation omniprésente, il pointe du doigt Bryant et Milliam comme les hommes qui ont enlevé son neveu. Se jette dans un tribunal où les hommes noirs n'osaient jamais accuser des hommes blancs est un acte de bravoure inédit à l'époque. Et d'autres témoins, dont Willie Red, un jeune homme noir qui a entendu les cris d'Emmett Till depuis une grange, témoignent également en faveur de l'accusation. Le témoignage de Red est crucial car il déclare avoir vu Milliam entrer dans la grange avec un pistolet et plus tard l'entendre dire qu'il avait réglé le problème. Le courage de ces témoins noirs qui risquent leur vie en s'exprimant contre des hommes blancs dans un état raciste est admirable. Après le procès, ces deux hommes ont dû partir s'installer dans les États du Nord par peur des représailles. Le 23 septembre 1955, après seulement 67 minutes de délibération, le jury rend son verdict. Roy Bryant et J.W. Milliam sont acquittés. Il est aussi dit que certains membres du jury plaisantaient même qu'ils auraient délibéré plus longtemps s'ils n'avaient pas voulu prendre une pause pour boire un soda. Donc ce verdict était assez prévisible puisque le climat raciste de l'époque était toujours présent, mais cela provoque un tollé à travers le pays.
Et surtout, leur justification est incroyable puisqu'ils affirment que l'identification du corps n'était certainement pas celle d'Emmett Till et que malgré les témoignages accablants et les preuves évidentes, la barrière du racisme systématique empêche une justice réelle. Pour beaucoup, cet acquittement souligne la futilité des efforts pour obtenir justice dans le Sud, où la vie d'un noir ne vaut presque rien aux yeux de la loi. Et en janvier 1956, seulement quelques mois après leur acquittement, Rob Bryan et J.W. Milliam vendent leur histoire au magazine Look pour la somme de $4000. Protégés par la règle de la double incrimination qui les empêche d'être jugés à nouveau pour le même crime, ils avouent, sans la moindre hésitation, avoir tué Emmett Till. Et donc tout cela sans représailles. La vue publique qui montre leur absence totale de remords choque encore plus profondément ceux qui avaient déjà été outrés par le verdict d'acquittement. Tout au long de cette période, Mamie Till Mobley reste une figure centrale dans la quête de justice pour son fils. Après la découverte du corps et jusqu'au procès, elle n'a cessé de plaider pour que l'affaire d'Emmett attire l'attention nationale. Lors des funérailles à cercueil ouvert, c'est elle qui a fait le choix audacieux de montrer au monde la violence que son fils avait subie. Mamie travaille sans relâche avec la presse et les militants pour faire connaître le nom d'Emmett Till et obtenir que son meurtre serve de catalyseur pour le changement. Elle dira plus tard que bien que dévastée par la perte de son fils unique, elle savait qu'il fallait que son sacrifice serve à quelque chose de grand. C'est son courage et sa détermination qui ont permis à l'affaire de devenir un moment clé dans l'histoire des droits civiques. Elle devient une militante infatigable, participant à des conférences, des rassemblements et des entretiens pour sensibiliser le public à la lutte contre le racisme. Emmett Till et le procès qui a suivi ont eu un impact profond sur la société américaine, en particulier sur le mouvement pour les droits civiques. L'ampleur médiatique de cette affaire a suscité une prise de conscience nationale sur la réalité de la violence raciale dans le Sud, et à la suite de l'acquittement des deux accusés, des manifestations et des campagnes pour la justice raciale se multiplient dans le pays. En décembre 1955, soit seulement 3 mois après le procès, Rosa Parks refusera de céder son siège dans le bus à Montgomery, Alabama. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a refusé, elle répond « Je pensais à Emmett Till ». Cet acte va déclencher le boycott des bus de Montgomery qui à son tour mènera à l'émergence du révérend Martin Luther King et à la montée en puissance du mouvement pour les droits civiques. Bien que l'assassinat d'Emmett Till n'ait pas directement déclenché des lois ou des réformes immédiatement, il est souvent considéré comme l'un des événements fondamentaux du mouvement des droits civiques. Son nom et son visage défiguré deviendront des symboles de la lutte contre l'injustice raciale et son histoire sera enseignée dans les écoles et évoquée dans de nombreuses œuvres d'art et de littérature. En 2004, près de 50 ans après la mort d'Emmett Till, le FBI rouvre l'enquête sur son meurtre pour tenter de découvrir de nouveaux éléments. En 2005, son corps est exhumé et une autopsie est réalisée pour confirmer son identité et examiner les blessures qu'il a subies. Bien que l'enquête conclue à nouveau que Rob Bryan et J.W. Milliam étaient responsables du meurtre, ces derniers étaient déjà morts depuis longtemps. En 2008, dans un retournement tardif, Caroline Bryant, la femme qui avait accusé Emmett de l'avoir sifflé, avoue lors d'un entretien avec l'historien Timothy Tyson que son témoignage avait été exagéré et que l'incident avait été largement amplifié. Cette révélation, bien qu'importante, arrive trop tard pour changer le cours de la justice. C'est donc l'histoire d'Emmett Till qui continue aujourd'hui de résonner puisque le meurtre reste un exemple effroyable de la brutalité du racisme aux États-Unis, mais aussi un rappel du pouvoir, du courage et de la résistance. Emmett Till, à seulement 14 ans, a involontairement contribué à changer la conscience nationale et à mobiliser des milliers de personnes pour la cause des droits civiques. Son nom et son visage resteront à jamais gravés dans la mémoire collective, non seulement comme une victime de la haine raciale, mais comme un catalyseur pour la justice et l'égalité. Je vous dis à bientôt. Salut!